Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau bilan lecture. Alors nous continuons sur les bilans pour le Cold Winter Challenge et aujourd'hui nous allons nous attaquer au menu magie de Noël. Voilà. Alors magie de Noël, ne partez pas tout de suite puisque comme d'habitude avec moi ça n'est pas très noëlesque. Donc ne vous en faites pas, ça n'est pas tant que ça hors période et hors saison. On va commencer avec la sous-catégorie All I Want for Christmas qui devait traiter de romance de Noël, amour, amitié. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez très bien que les romances, moi, voilà. Donc j'ai surtout essayé d'axer sur le mot amitié. Alors, j'ai commencé avec Tofi et moi de Sarah Crossan, un roman que j'ai absolument adoré, mais vraiment, c'était un gros coup de cœur, et qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'échappe d'un foyer où la violence malheureusement est omniprésente. Et on va suivre cette jeune fille, voire adolescente d'ailleurs, dans son parcours effectivement pour se retrouver, pour se reconstruire. Et en même temps, pendant qu'un jour elle va aller se cacher, parce qu'il faut bien qu'elle dorme quelque part maintenant qu'elle est à la rue, dans une grange, elle sera réveillée au petit matin par la propriétaire qui est une vieille dame, qui elle-même est sénile. Et en fait, sans le vouloir, dans cette relation, les deux vont s'aider l'une l'autre, entre l'héroïne effectivement parce qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle va profiter un minimum de cette vieille dame, et en même temps la vieille dame qui a besoin d'aide, dont on ne s'occupe pas vraiment, les enfants ne viennent pas vraiment la voir, l'infirmière, elle fait juste son job, mais elle a besoin de plus que ça. Et en fait, l'une et l'autre, elles vont en fait développer une relation assez particulière et qui va, d'une certaine façon, leur apporter bien plus que ce que d'autres personnes avaient pu leur apporter jusque-là. Voilà. Donc c'était une histoire que j'ai adorée, qui avait effectivement des moments assez, pas tristes, mais plutôt, enfin si tristes quand même par moments, mais surtout très émouvants. Mais qui a aussi, malgré les sujets, beaucoup d'humour. Ça, c'est vraiment un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Et au début, j'avais été très surprise par l'écriture de Sarah Crossan. Je l'ai lu en VO, mais aucune difficulté là-dessus. Par contre, c'est la forme du texte qui est un petit peu particulière, puisqu'elle écrit en vers. Et en plus de ça, les chapitres sont très courts, puisqu'ils font entre 2 lignes et 4 pages. Voilà. Donc l'avantage en fait c'est que ça permet d'enquiller les chapitres, hein, puisqu'on n'a qu'une envie effectivement, c'est de se dire allez encore un petit chapitre, encore un petit chapitre. C'est toujours ce qui se passe quand ils sont assez courts. Et en même temps le côté d'écriture en prose, ça permet, j'ai dit en vers avant je crois, non c'était en prose, hein, c'est pas la même chose. Donc en fait ça permet de donner un certain rythme au texte, et en tout cas ça ne l'alourdit pas, ça ne le rend pas non plus difficile. Franchement ça se lit, mais alors avec une facilité, ça passe comme une lettre à la poste. Donc très sincèrement, excellente lecture. Comme j'ai dit, je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos où je mettrai le lien quelque part. Et ouais, c'était une très bonne surprise, une découverte pour moi, surtout que je suis pas très grande lectrice de romans contemporains. Et sincèrement, voilà, celui-là, rien à dire. Alors, toujours dans la même sous-catégorie, j'ai lu Mitsuba d'Aki Shimazaki. Alors, Aki Shimazaki, ça faisait déjà très longtemps que je voyais son nom circuler un peu partout. En librairie, je voyais toujours ses livres parce que, vous savez, ce sont des livres avec des formats un peu spéciaux, c'est-à-dire très allongés et en même temps très fins, toujours décorés avec des photos de fleurs. Et c'est vrai que ça m'avait toujours intriguée, et du coup j'ai décidé cette fois-ci de me lancer, puisque c'est pour découvrir effectivement, franchement c'est pas un gros défi, hein. Il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a pas beaucoup de... Et donc même s'il y a beaucoup de volumes apparemment, puisque celui-là fait partie d'une pentalogie, donc 5 volumes, je m'étais dit au pire, si ça me plaît pas, je ne continue pas. Alors j'ai beaucoup aimé Mitsuba. Pourquoi je l'ai aimé et en même temps pourtant il m'a agacé à tellement de moments, c'est parce qu'en fait c'est un roman très japonais, dans le sens où, bien entendu, on retrouve, ça se passe au Japon, on retrouve le quotidien de personnes japonaises dans ce que ça a de plus banal, puisqu'on suit notre héros en fait dans sa vie de tous les jours, dans sa vie d'entreprise. Donc comme d'habitude dans ce type de contexte, il ne fait que travailler, il n'a pas grand chose à côté, et il est amoureux d'une jeune femme qu'il connaît déjà depuis un moment.
et qui apparemment a pas mal de succès puisque c'est un bon parti, il y a plusieurs hommes qui s'intéressent à elle et effectivement donc il va essayer en fait de se faire un petit peu valoir. Le problème c'est que les Japonais étant ceux qu'ils sont, il y a toujours les barrières de la société, il y a toujours la timidité excessive qui sert aussi un petit peu d'excuse à tout ce qu'ils ne font pas et à tout ce que, en fait, à tout ce qu'ils n'osent pas faire. En fait, tout passe toujours un petit peu sous prétexte de la timidité. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a des gens qui, dans une société où la hiérarchie est très très marquée, se permettent de faire des choses juste à cause de leur position et se permettent de gâcher la vie des gens avec pas grand chose. Puisque la hiérarchie est autant intégrée d'un point de vue administratif, puisque chacun doit avoir une place, etc. Mais aussi elle est très ancrée dans la tête des gens. C'est-à-dire que n'importe quel supérieur hiérarchique peut décider de tout et n'importe quoi en comparaison aux personnes qui leur sont inférieures d'un point de vue hiérarchique. Mais donc ça veut dire aussi qu'ils peuvent décider de leur vie, de tout en fait, absolument de tout. C'est-à-dire que s'ils demandent, bon ça c'est pas dans le livre mais c'est des histoires que je connais entre d'autres livres et puis également des choses qu'on m'a racontées, heureusement j'ai jamais eu droit à ça, mais quelqu'un qui commence dans une entreprise et même avec les meilleures capacités du monde, vu que c'est celui qui est le plus bas dans la hiérarchie, on va lui faire nettoyer les toilettes pendant 1 an. Enfin, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire que la hiérarchie et la position dans la société priment sur l'efficacité et sur la personne elle-même. Voilà. Donc, tout ça pour dire, du coup, je suis un petit peu partie, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus en fait, puisque cette histoire-là est très courte. Et si j'en dis plus, je risque de dévoiler l'histoire. Mais avec ce que je viens d'expliquer, je pense que vous voyez bien le fond du problème. C'est ce qui a rendu l'histoire, au final, somme toute très banale. Un homme amoureux d'une femme qui aimerait bien effectivement pouvoir concrétiser quelque chose. Et puis à côté de ça, le poids de la société. Mais quand c'est dans la société japonaise, malheureusement, ce genre de problèmes sont multipliés d'une façon... voilà. En plus, ce sont des gens qui ne se révoltent pas, qui en général ne disent rien. En général, il y a toujours des exceptions. Mais c'est un problème qui tente à changer, mais très 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 doucement. D'où le fait justement que par moments, ce bouquin m'est beaucoup agacée. Parce que je me dis... c'est pas vrai, des choses que je vois et que j'entends quasiment tous les jours et voilà, donc et en même temps justement c'est très très bien écrit parce que avec des mots simples, avec des situations simples, elle fait ressortir justement tous ces problèmes inhérents de la société japonaise et tous ces sous-entendus, tout ce qui est latent justement et surtout les conséquences que ça peut avoir sur la vie des gens. Donc à ce niveau-là, moi je dis c'était très très bien, d'autant plus que l'histoire tourne autour d'une histoire d'amour. C'est pour ça que ça a fini dans cette catégorie. Mais celle-là est très bien passée. Parce que comme je l'avais déjà expliqué pour d'autres livres, s'il y a d'autres choses à apprendre ou à tirer de l'histoire, c'est-à-dire que c'est pas que l'histoire d'amour, parce que ça me... c'est pas que c'est pas bien, chacun ses goûts, mais ça m'ennuie profondément. Là par contre il y avait tout le côté société, il y avait tout le côté Japon, il y avait aussi le style d'écriture, il y avait beaucoup de choses à côté justement qui font que l'histoire d'amour d'une certaine façon n'est qu'une excuse, une excuse pour exposer en fait toutes ces choses là, voilà. Et moi dans ce genre de cas ça me convient parfaitement. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et je pense d'autant plus qu'ils sont très courts que je vais lire les 4 suivants certainement dans l'année. Alors deuxième sous-catégorie pour ce menu, il s'agit de Lettres au Père Noël, où il fallait que ça tourne autour de épistolaire, enfance et jeunesse. Donc j'ai choisi 2 livres autour de l'enfance-jeunesse, on va dire des enfants qui ont une dizaine d'années, 10-12. Et donc le premier, c'est un livre que je pense beaucoup connaissent déjà parce que ça a beaucoup tourné sur Booktube, en particulier à la période d'Halloween. C'est Terreur à Smoke Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden, qui est, comme la couverture et le nom l'indique, un livre qui se passe à l'automne, à la période d'Halloween, où effectivement on a une jeune fille, une grande fille en fait, une grande fille peut-être de 10-12 ans il me semble, qui nous raconte un petit peu sa vie sans sa maman, puisqu'elle habite avec son papa, sa maman est décédée, et puis à l'école elle est un petit peu à part justement à cause du décès de sa mère. Et comme d'habitude, les enfants sont pas toujours très sympas entre eux, pour pas dire que en général ils sont assez cruels. Et effectivement, donc elle vit avec son papa, elle est toujours un petit peu isolée, elle aime beaucoup les livres, ça c'est toujours quelque chose qui revient souvent dans ce type d'histoire un petit peu solitaire. Et elle va
aller visiter une ferme pendant une sortie scolaire. Une ferme très particulière et qui lui rappelle beaucoup un livre sur lequel elle est tombée par hasard en étant dans la forêt et qui raconte une histoire, l'histoire en fait de une histoire de famille dans ce village, semblerait-il, et qui ressemble beaucoup à une légende très ancienne, voilà. C'est un livre qui a beaucoup tourné, mais je pense que justement il vaut mieux ne pas trop en savoir parce qu'il y a beaucoup de choses très surprenantes dans cette histoire. En même temps, c'est très très bien écrit. Alors peut-être aussi parce que c'est jeunesse, hein, donc en général ça se lit très vite. Mais personnellement, justement, j'avais un petit peu peur parce que je lis pas trop ce genre de livre. J'avais un petit des jeunesses, hein, pas des trucs qui font peur, ça j'aime bien. Mais j'avais un petit peu peur justement que ce soit un peu trop enfantin, que j'ai un petit peu de mal avec l'écriture. Pas du tout. Pas du tout justement. Ce n'est pas le genre de livre qui est écrit en prenant les enfants pour des imbéciles. C'est-à-dire que parfois les livres pour enfants sont écrits un petit peu comme s'ils avaient que 3 mots de vocabulaire, et alors que pas du tout. Non, non. C'est très très bien raconté, c'est très bien écrit. L'histoire se comprend très facilement. Je suis sûre qu'un enfant très jeune peut le lire sans aucun souci, et un adulte non seulement peut le lire, mais peut y prendre autant de plaisir. L'histoire est très intrigante. Et franchement, j'ai pas beaucoup d'autres choses à en dire en fait. Comme je dis, on en a beaucoup parlé. Je veux pas trop en dévoiler sur l'histoire. En même temps, c'est assez simple. Je veux dire, c'est pas quelque chose vraiment de très très compliqué à expliquer. Il n'y a pas trop de choses sous-entendues ou latentes, mais l'histoire est super agréable. Pour un livre jeunesse, sincèrement, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes, on va dire, très adapté à Halloween, hein, parce qu'il y avait certaines scènes, surtout dans la forêt, dans la brume. Enfin, je trouvais que c'était un petit peu flippant. Donc, j'ai trouvé ça très très bien fait. Et apparemment, il y a des suites. Alors, en français, je ne sais pas si tout a été traduit. Bien entendu, je pense pas. Et le 4e volume va sortir cet été, puisqu'apparemment, c'est un volume par saison. Donc, j'imagine que le 4e sera le dernier. Il y en a un autre qui est sorti pour l'hiver. Là, il y en a un qui est sorti pour le printemps. Et donc, cet été, il y en a un avec une foire et des clowns. Donc, je pense qu'on reste dans des choses pas ultra joyeuses. Voilà. Donc celui-là aussi, je pense que je vais continuer les volumes suivants avec plaisir. Alors, sinon, toujours dans cette sous-catégorie, j'en ai lu un autre qui a été un véritable coup de cœur, qui est un grand classique de la littérature anglo-saxonne. Et il s'agit du Jardin secret de Frances Burnett. Ouais, ça doit être Frances Burnett. C'est la même autrice qui a écrit Le Petit Lord Fauntleroy et Princesse Sarah, pour ceux qui connaissent. Je crois que le titre du livre, c'est La Petite Princesse. Mais si vous êtes un petit peu vieux comme moi, vous connaissez très certainement le dessin animé Princesse Sarah. C'est elle qui l'a écrit, voilà. Alors, j'ai voulu le lire en fait parce que je l'ai vu dans une liste des indispensables de la BBC, c'est-à-dire les 100 livres qu'il faut avoir lus. Et sur le coup, je m'étais dit, tiens, bon, c'est pareil, c'est un truc jeunesse, ça va être facile à lire. Et par certains points, alors attention, les histoires n'ont rien à voir, mais par certains points, ça m'a beaucoup rappelé Anne de Green Gables. Pourquoi ? Parce que l'histoire est hyper agréable. J'ai pas pu m'empêcher, je ne sais combien de fois dans le livre, d'avoir un sourire, mais c'est des choses qui m'arrivent très rarement, mais vraiment de sourire pendant que je lisais l'histoire, juste parce que c'est agréable, c'est mignon, et en même temps c'est pas cuculapraline, c'est juste tellement... je sais même pas comment le qualifier en fait, mais c'est tellement... ça fait tellement de bien, voilà. Surtout dans le monde dans lequel on vit, avec ce qui se passe ces derniers temps, sincèrement, lire ce genre de livre, ça fait un bien fou. Et en même temps, encore une fois, pas de livre qui fasse un petit peu gnangnan, un petit peu trop enfantin. Non, non, c'est pareil, ça se lit hyper bien. Alors, Le Jardin secret nous raconte l'histoire d'une petite fille qui habite dans les Indes britanniques, j'imagine, puisque c'était au 19e siècle. Et elle y habite avec ses parents. Alors son père est un homme avec beaucoup d'argent, sa femme est une femme très belle, qui est une femme trophée, et qui est un petit peu embêtée d'avoir une petite fille. Bon, il fallait bien, parce que pour la société, il faut avoir des enfants pour les montrer un petit peu. Mais elle s'en fiche un petit peu, elle s'en occupe pas spécialement, parce qu'elle a d'autres choses à faire, comme aller dans des réceptions, et s'acheter des robes, et se maquiller, et des choses comme ça. Et puis le père, de toute façon, il a fait son devoir, donc lui aussi, ça lui passe un peu au-dessus. Mais il considère que ce sont de très bons parents parce que
comme ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent lui fournir une flopée de domestiques. Cette petite fille passe sa vie enfermée parce qu'elle ne veut jamais sortir, par fainéantise, et puis comme personne n'est là pour lui dire « mais si, va marcher un petit peu dehors, ça te fera du bien », ou elle est toujours là à avoir toute la bouffe qu'elle veut, tous les jouets qu'elle veut, tout. Et en fait, depuis qu'elle est née, c'est comme ça. Et donc, elle passe son temps à être odieuse avec tout le monde, mais parce qu'elle ne connaît que ça. Et les domestiques qui sont avec elle, c'est un peu ses serviteurs, enfin ses esclaves, quoi, puisque ils disent oui, amen à tout, de façon à ce qu'elle soit toujours contente. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils auront droit aux parents. Bref, cette petite fille vit comme ça. Je ne dévoile pas grand-chose, en fait, malgré tout, parce que c'est vraiment que les premières pages, ça. Et un jour, en fait, elle va se réveiller, elle ne comprend pas pourquoi il y a un tel silence dans toute la maison. Et pendant plusieurs jours, elle va attendre, elle va essayer de trouver les gens et elle ne peut pas sortir en fait de la pièce où elle est jusqu'à ce que, alors je ne me rappelle plus bien par contre si ce sont des policiers ou qui vont la retrouver parce qu'en fait il y a une épidémie de choléra et donc toutes les personnes de la maison sont mortes. Et le fait qu'elle soit enfermée, c'est ce qui lui a sauvé sa vie. Donc elle va se retrouver expédiée en Angleterre chez un de ses oncles. Et ou son oncle en fait, puisqu'elle n'en a peut-être qu'un seul, et effectivement qui va devoir s'occuper d'elle, mais lui d'une façon différente. C'est le vieil anglais qui n'est pas de très bonne humeur, qui n'est pas très intéressé par une petite fille, même si bien entendu il va tout faire par contre pour qu'elle ait ce qu'il lui faut, etc. Mais lui il a déjà sa vie, il l'amène et puis voilà. Et donc cette gamine va se retrouver d'un côté livrée à elle-même et en même temps livrée à la réalité des choses, puisque bien entendu dans cette maison là aussi il y a beaucoup d'argent, il y a des domestiques, mais c'est pas des esclaves et c'est des anglais, donc ça se passe pas de la même façon. Et la petite va se rendre compte que pour s'habiller, faut qu'elle le fasse toute seule, parce que même les domestiques se moquent d'elle en se demandant mais comment ça se fait qu'une petite fille de cet âge ne soit pas capable de se mettre des chaussures ou une robe toute seule. Elles vont en fait de façon ironique, elle va être un petit peu forcée par fierté de faire des choses qu'elle ne faisait pas avant et se rendre compte que non seulement c'est pas la mer à boire, mais que finalement il y a des choses qui sont pratiques, il y a des choses qui sont utiles et puis il y a des choses qui sont drôles et agréables. Et elle va commencer, par ennui en fait, à explorer la maison qui est toujours quasiment vide, à découvrir plein de choses, plein de secrets. Donc ça c'est le genre de choses qui sont vraiment très intéressantes et intrigantes parce qu'on se demande effectivement qu'est-ce qui se cache là-dedans. Et elle va aussi commencer à découvrir la nature. Elle ne connaît pas la nature anglaise, elle ne connaît que la nature indienne où il fait toujours chaud, toujours humide, c'est très luxuriant, mais effectivement quand elle n'était pas en très bonne santé, puisqu'elle était toujours enfermée, elle ne pouvait pas vraiment profiter, alors que là elle va découvrir le vent, elle va découvrir les fleurs, elle va découvrir les animaux de la forêt, et puis elle va aussi rencontrer d'autres enfants au fur et à mesure, et elle va découvrir un jardin secret dont elle va décider de s'occuper. Voilà. Et c'est toute cette découverte, encore une fois quand c'est dit comme ça a l'air un petit peu ridicule, voire simplet comme histoire. Mais vraiment, c'est cet émerveillement permanent devant... plutôt qu'une petite fille, on a presque l'impression d'un nourrisson qui est en train de... voire même d'un extraterrestre qui est en train de s'émerveiller, de découvrir chaque petite chose qui pour nous est quand même assez familière. Mais justement parce qu'elles sont familières, on n'y fait plus attention. Et ce ravissement permanent, en même temps que des choses très drôles, des anecdotes, comme je dis, plein de petits secrets à droite à gauche qu'on découvre avec elle et qui sont très intrigants. On a l'impression de retomber un petit peu en enfance, mais vraiment dans le bon sens du terme. Pour moi, ce livre est un coup de cœur, je l'ai absolument adoré. L'écriture est super belle. Pour ceux qui veulent le lire en anglais, je l'ai lu en anglais, aucune difficulté particulière. Je l'ai aussi écouté en audio. J'ai fait moitié-moitié entre le livre écrit et en audio. Il est gratuit sur YouTube, donc je vous mettrai le lien. Et en anglais par contre, mais franchement... surtout si vous avez aimé des livres comme Anne de Green Gables, n'hésitez même pas. N'hésitez même pas parce que c'est un vrai régal. Et enfin, dernière sous-catégorie pour laquelle cette fois je n'ai qu'un seul livre et il s'agit d'un roman graphique. C'est pour La danse de la fée dragée où il fallait avoir fée, univers onirique, fantasy, fantastique. Donc là on est clairement dans fantasy avec le 4e tome des Ogres Dieux de Hubert et Gatignolles. Alors le regretté Hubert, malheureusement, c'est un livre qui a été fait à titre posthume puisqu'il était déjà décédé à ce moment-là, puisqu'il s'est donné la mort quelque temps avant la publication de ce livre, et dont j'avais déjà lu un certain nombre de choses, y compris justement cette saga qui se termine avec ce 4e tome et que j'avais déjà adoré. Chaque tome a été un coup de cœur
absolue depuis le début. Et le quatrième, en fait, ne déroge pas à la règle. Voilà. Alors, comme c'est un quatrième tome, je vais juste résumer l'ensemble de l'histoire rapidement et vous donner mes impressions sur le livre, puisqu'effectivement, en quatrième tome, je ne peux pas vraiment vous dévoiler l'histoire, encore que, vu comment c'est fait, je peux quand même vous en parler un petit peu. Alors, dans Les Ogres Dieux, on vit dans un monde dans lequel il existe des géants, et en particulier, donc, ce qu'on appelle les Ogres Dieux, puisque ce sont des ogres, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des hommes, ils sont gigantesques, et on les appelle les Ogres Dieux parce qu'ils règnent sur les hommes, tout simplement, qui sont à leur service et qui ne sont là pour les servir à tout point de vue, y compris de bouffe, quoi. Voilà. Alors, dans cette société, nous suivons avec chacun des tomes un personnage et un pan de la société particulier. Donc avec le premier tome, on commençait avec Petit, qui était dans cette société un ogre de petite taille, quasi humaine, qui est né de la reine qui était en place à ce moment-là, et qui est une honte, puisqu'effectivement, d'être capable d'engendrer un être aussi petit, alors que les ogres tiennent leur force et leur pouvoir de leur taille, c'était un petit peu une honte, et effectivement, son père, le roi, a décidé, quand il a appris, qu'il fallait lui donner la mort. Et ça va être toute l'histoire de Petit, justement, qui va essayer de s'échapper de cette situation, et en même temps qui, déchiré entre deux mondes, va aussi nous expliquer justement comment les choses se déroulent entre les ogres dieux qui sont les rois et qui règnent, et comment leur système fonctionne, et les hommes qui servent de chair à pâté et de serviteurs, et entre les deux, des hommes qui, eux, par contre, ont d'une certaine façon trahi les humains en servant les ogres et en utilisant justement les humains pour leur propre intérêt, en les donnant, en les vendant, en les exploitant, enfin voilà, pour les ogres. Donc il y a plusieurs catégories de personnes, et chaque volume justement va se concentrer sur un de ces pans de la société. Donc le premier, c'est sur Petit, qui nous permet de découvrir tout le côté des ogres et de la royauté. Le deuxième, je me rappelle plus du nom du personnage, mais ça faisait partie des nobles justement, ce qu'on appelle les nobles humains, qui sont au service des ogres et qui exploitent les autres êtres humains comme s'ils n'en faisaient pas partie. Le troisième tome était autour d'un autre personnage, et lui par contre sur plus l'ensemble des territoires et non pas seulement sur juste cette ville et ce royaume. Et donc le dernier tome qui s'appelle Première-Née et qui se consacre à la genèse de cette race d'ogres et comment on en est venu à cette société, comment ça a été créé et à partir d'où c'est allé. En fait, ça permet de boucler la boucle. Voilà. Alors, comme dans les tomes précédents, qu'est-ce que j'ai adoré là-dedans ? Les dessins. Je trouve les dessins absolument splendides. Ils sont en noir et blanc, mais je trouve qu'ils ont, par leur volume, je sais pas, ils ont une présence, ils ont une force. Alors bien entendu, ça parle d'ogre, mais les proportions entre les décors, les personnages, il y a vraiment une force qui se dégage de chacune de ces pages, je trouve assez incroyable. Donc ça déjà, les dessins, je les trouve absolument splendides. Ensuite, la façon avec laquelle est faite le livre. Ce sont des romans graphiques, donc ils font entre 160 et 200 pages chaque, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez volumineux, et c'est un petit peu comme si c'était des chapitres, je ne sais pas trop comment les appeler, mais on va avoir une partie de l'histoire donc en mode bande dessinée classique, et puis ensuite on va avoir des pages de biographie où ce sont des pages plein texte, illustrées par contre, et qui vont nous raconter en règle générale la vie d'un personnage de ce royaume dont on vient d'entendre parler ou qu'on va voir incessamment sous peu justement pour essayer de comprendre la position de ce personnage-là et qu'est-ce qu'il a apporté dans l'histoire. Donc on a cette alternance de chapitres, biographie, en fait, et ce qui fait que on le lit. Il y a le langage aussi, pardon, j'ai complètement oublié ce point-là. Le langage un petit peu obsolète, un petit peu vieux, qui fait qu'on a l'impression de lire. J'hésite entre un vieux livre d'histoire et un vieux livre de contes et légendes. Vous savez, un petit peu comme si on était tombé sur un vieux livre qui date d'il y a 300 ou 400 ans, poussiéreux, et qu'on était justement en train de feuilleter en fait des légendes, des histoires que plus personne ne connaît, ou qu'il y a tout ce côté un petit peu mystérieux, un petit peu, et en même temps qui nous porte tout de suite dans l'histoire. Moi franchement, je suis absolument fan de cette série, je la trouve absolument magnifique.
Je vais essayer autant que possible de vous mettre au moins quelques petites images pour ceux qui ne connaissent pas. Mais franchement, si vous ne voulez pas investir, parce qu'effectivement, c'est quand même un certain prix. Mais ça, par contre, c'est le genre de bande dessinée, de roman graphique, pardon, où je me dis, ça les vaut tellement, ça les vaut tellement. C'est beau, en plus les volumes sont tellement beaux, je veux dire même la couverture, ils sont vraiment magnifiques. Et pour cela, personnellement, je trouve qu'ils valent l'investissement. Après, bien entendu, si vous pouvez les trouver en médiathèque, à ce moment-là, testez-les d'abord en médiathèque, bien entendu. Par contre, ne pas oublier que là, contrairement au livre précédent, c'est du graphique adulte. Mais vraiment adulte. C'est-à-dire que, bon, il y a des scènes d'une violence extrême, il y a un minimum de nudité, il y a des choses comme ça. C'est pas omniprésent, mais quoique la violence quand même... Après, c'est vrai que pour décrire un monde d'ogres avec toute la cruauté que ça implique, je crois d'ailleurs que dans certains... là, je peux pas vérifier parce que j'ai un problème d'internet pour changer. Mais il me semble que c'est qualifié dans l'horreur. Il y a plusieurs genres, hein. Dans les genres, c'est classé en fantasy, horreur, il me semble bien. Et puis je sais plus quoi, puis bon, bien entendu, graphique. Mais tout ça pour dire que oui, c'est quand même... c'est pas léger comme histoire, hein, voilà, c'est pas léger, puis les dessins ne sont pas légers non plus. Il y a certaines scènes, effectivement, qui sont assez violentes, mais personnellement, comme vous le savez déjà, j'ai aucun souci avec ça, loin de là même. Mais par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui est un petit peu sensible, essayez peut-être de jeter un œil avant, voilà. Mais c'est bien dommage que Hubert ne soit plus parmi nous, parce que sincèrement, la plupart de ce que j'ai lu, dont il a fait partie, de ses collaborations avec d'autres auteurs, sincèrement, c'est juste un régal. Ils touchent souvent à des sujets très originaux, ils sont traités très bien. Et voilà, et très sincèrement, je suis bien triste aussi que le 4e tome soit le dernier. Mais en même temps, vu qu'il n'est plus là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu reprendre le flambeau. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce bilan, pour ce point lecture, qui au final a un petit peu plus de livres que ce qui n'était prévu dans ce challenge. Et j'en suis bien contente parce que finalement, du coup, j'ai pu caser pas mal de choses, des longues, des moins longues. Et puis c'est ça en fait, c'est ça qui est bien avec les challenges, ça permet de varier ses lectures, de tester plein de formats, de tester plein de choses en fait qu'on ne ferait pas forcément en temps normal. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite du bilan. Bye bye!